tous, enfin rebonjour à tous. Je vous présente Julia Biochner à côté de moi qui vient nous montrer comment contribuer au logiciel libre. Je vous rappelle que si vous avez des questions, ça se passe juste en dessous. J'ai la petite tablette avec moi, donc je peux vraiment les donner en direct à Julia. Donc j'espère qu'elles seront nombreuses, mais je te laisse parler, quitte à t'interrompre. La conférence durera 20 minutes puisque nous aurons à 17h la conférence de fermeture sur le canal Bibliothèque. À toi Julia. Alors bonjour, comme dit, je m'appelle Julia, on me connaît aussi sous le pseudo de Petit Pandarou dans d'autres projets. Dans la vraie vie, je suis ingénieure en informatique. Et en préparant cette conférence, je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans que je faisais du logiciel libre. 10 ans 10 ans, oui, 2008. Petit coup de vieux dans ma figure. J'ai participé à un certain nombre de projets plus pro, de projets du logiciel libre, tels que Wikipédia, Mozilla, Framasoft, l'April, Parinux, Ubuntu FR. Je crois que j'ai rien oublié. Et donc quand j'ai fait, avec un peu ce bagage, cette expérience dans le logiciel libre, souvent j'ai eu des questions un peu saugrenues, des préjugés sur le logiciel libre, soit qu'on me donnait en conférence, en interview, etc. Ou même tout simplement de mon entourage qui ne comprenait pas forcément bien pourquoi je passais du temps le week-end à venir parler de trucs d'informatique, alors que j'en bouffais déjà pendant mon métier, mes études, etc. Donc on est ici pour casser un petit peu le cou à ces préjugés en lien avec le logiciel libre. Et le premier grand préjugé, je pense que toi aussi tu l'as vécu beaucoup, c'est qu'il faut être développeur, informaticien pour contribuer, absolument. C'est pas vrai. Oui, bien évidemment, bien évidemment. On pense souvent à l'image du geek barbu, bedonnant, avec des lunettes, amateur de bière, qui code. On en connaît beaucoup quand même des comme ça. Hein. Oui, alors on en connaît beaucoup, ça ne veut pas dire pourtant que c'est la majorité, quand même. Plus maintenant. C'est même ça devient une minorité de plus en plus. Donc bien évidemment, comme de la même manière qu'un geek, c'est pas forcément quelqu'un qui aime les t-shirts et qui boit que de la bière et qui aime pas parler aux gens. Un contributeur au logiciel libre, c'est aussi, c'est très cosmopolite en faire comme communauté. Et on parle de beaucoup de choses différentes. Alors bien évidemment, on a besoin de développeurs qui codent les applications, comme on a entendu avec la conférence précédente sur VLC, qui corrigent les bugs, qui répondent aux questions techniques. Mais on a aussi besoin de rédacteurs qui vont rédiger les documentations, tout ça, des traducteurs, des transcripteurs. Parce que l'une de mes premières actions, c'était être transcripteur avec mademoiselle à l'April. Les transcriptions, en gros, on prenait une vidéo ou un fichier audio, on les transformait en format texte, et ce texte-là, on le balançait avec la vidéo sur le site de l'April ou sur le site qui hébergeait la vidéo, pour que la vidéo devienne beaucoup plus accessible, en tout cas qu'elle puisse être mieux référencée par les moteurs de recherche. Donc voilà, il y a besoin de graphistes pour dessiner les magnifiques t-shirts que nous portons, ou les goodies. Voilà. Moi aujourd'hui, j'ai pas un t-shirt de logiciel libre, je les ai pas retrouvés ce matin, donc voilà. Oui, mais tu as un t-shirt qui plairait beaucoup à une de nos intervenantes, avec une chouette comme ça. Il y a besoin aussi de spécialistes du droit, on l'a vu dans une conférence précédente. Il y a besoin de spécialistes sur les questions d'accessibilité. Il y a besoin de gens qui font des événements comme ici, qui organisent, parce que mine de rien, c'est du matériel, c'est du temps, c'est de l'organisation. C'est préparer les conférences, préparer les tables rondes, etc. etc. On a besoin de gens motivés, en fait, tout simplement. Qui est un sujet qui vous passionne, que ce soit, je sais pas moi... Alors dans la communauté Wikipédia, il y a des gens qui adorent faire des pages sur la taille des petites cuillères, par exemple. Donc si c'est votre grand kiff, allez-y. C'est vraiment, il n'y a pas de jugement sur qu'est-ce que vous aimez dans la communauté du logiciel libre. On va juste vous poser la question, qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est tout. Et après, si effectivement vous voulez rédiger des pages entières sur les tailles des petites cuillères dans Wikipédia, vous êtes toujours les bienvenus. Donc voilà, c'est pour dire que ce préjugé du geek enfermé dans 5 caves et qui ne fait que coder est extrêmement dépassé. Le deuxième point qu'on voit souvent dans les questions, c'est contribuer, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Alors, effectivement, ça prend du temps si on décide d'y mettre du temps. Je pense que toi, tu es quand même un peu la bonne personne qui passe beaucoup de temps à contribuer.
Ça prend beaucoup de temps, mais ça dépend sur quoi. Je veux dire, participer au Geek Ferries, effectivement, ça m'a pris 2 jours de présence, plus 3 semaines à peu près d'échange de mails et d'invitations. Par contre, faire une petite relecture d'une transcription, comme on en parlait juste avant, ça va me prendre 20 minutes, 40 minutes, maximum 1 heure. Donc ça dépend du temps ou de la chose que je fais. Ça correspondra au temps que je voudrais y mettre. Donc contribuer, ça prend du temps, oui, mais pas forcément. En fait, c'est encore une fois comme pour le sujet, c'est la motivation. Si vous êtes motivé pour aller faire tous les groupes de travail, toutes les conférences, tout ça, au contraire, venez, il n'y a pas de souci, on est toujours très accueillant vis-à-vis des personnes très motivées. Pour les gens qui ont un peu moins de temps, et ce qui est compréhensible, on a tous des vies, on a tous des trucs à gérer à côté, il y a aussi plein de petites tâches qui durent entre 20 minutes, 1 heure, peut-être un petit peu plus, mais il n'y a personne qui va venir chez vous, vous mettre un flingue sur la tempe et vous dire « vas-y, contribue ». Sauf si tu me le demandes. Oui. Si tu me le demandes, je viens te mettre un flingue, il n'y a aucun problème. Non, merci, ça ira. Mais voilà, donc à part bien évidemment si vous vous engagez sur une deadline, un rendu de quelque chose, effectivement, personne ne vous obligera à contribuer un certain nombre de temps. Et même moi, sur mes 10 ans, j'ai jamais contribué pendant 10 ans d'affilée. J'ai eu des moments de pause parce que j'avais des choses à faire, des examens à passer, etc. Et à chaque fois que je suis revenue, tout le monde était très content de me voir revenir. Et j'ai jamais eu de remarques me disant « Ah, t'avais pas contribué » ou « T'as pas contribué beaucoup ce mois-ci ». C'est parce que tu reviens avec des gâteaux au chocolat aussi. Oui, c'est vrai que je suis la reine des petites gâteries. Donc voilà, un autre préjugé sur le logiciel libre, c'est qu'il faut absolument adhérer à des associations. Alors oui, mais non. Non. En fait, moi, il y a pas mal de projets auxquels j'ai participé. C'était pas forcément des associations déjà. C'était juste des bouts de code sur Internet qui avaient besoin de traducteurs. Des fois, il n'y a pas d'association derrière le projet. Ah oui, tout à fait. Des fois, il y a des associations, mais qui ne prennent pas de membres aussi, qui gardent leurs membres. C'est juste, on va dire, le cadre organisateur. Et puis tous les autres bénévoles, ce ne sont pas des membres. Il y a des projets qui ont besoin de sous, mais qui ne prennent pas de membres. Par exemple, Wikipédia fait souvent des collectes, des appels de fonds, parce qu'ils ont besoin pour la gestion. Mais on n'a pas cette obligation d'adhésion. En tout, sur mes 10 ans de contribution, j'ai été vraiment membre à des associations que 3 fois. Pour Mozilla Europe, j'ai eu l'April et j'ai eu Parinux. Et c'est tout. Et actuellement, je ne suis membre que de Parinux, et pourtant je fais des interventions pour Framasoft, pour Wikipédia, pour plein d'autres. Donc c'est vraiment pas une obligation. Si vous voulez, si vous avez une âme d'investisseur, je pense qu'il y a plein de projets qui seraient très contents qu'on leur donne des sous. Mais si pas, c'est pas grave, hein. Un petit peu de temps en temps, c'est pas mal. Donc l'une des choses aussi que j'ai entendues, c'est contribuer, c'est être employé. On est payé à chaque contribution. Alors le problème, c'est que souvent c'est très faux, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de projets. C'est pour le coup un peu l'archétype des geeks dans le garage. C'est des gens qui se retrouvent à faire dans leur coin des projets, des petits projets étudiants, et puis se rendent compte qu'il y a des gens qui aiment ça, que ça facilite la vie d'autres personnes, et ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Donc des fois, vous pouvez tomber sur des projets qui ont les moyens, qui peuvent se permettre de payer les frais de déplacement pour des conférences ou ce genre de choses. C'est pas toujours le cas. Il faut se dire qu'il y a très peu de projets qui ont les moyens de payer leurs intervenants. C'est rarement le cas. Voilà. Après, ce qui peut contrebalancer, c'est effectivement la communauté du logiciel libre. C'est que même si on n'a pas beaucoup de moyens, souvent on a bon cœur. Et je me rappelle de pas mal d'événements que j'ai faits en faisant du covoiturage, parce que j'étais étudiante, je ne pouvais pas me payer les billets de train. Donc on a fait un covoit avec tous les autres bénévoles. Puis sur place, il y en a un qui avait une grande baraque, on a tous dormi dans son salon. Donc il y a quand même, on s'organise entre nous pour que ce ne soit pas trop pénible sur le plan financier quand on est étudiant, quand on a des problèmes de sous, même, sans même justification quoi ou qu'est-ce. Donc ça reste une communauté effectivement très soudée. À ce niveau-là, c'est un peu comme les Geek Ferries, quoi. C'est quasiment familial. On s'organise pour mutualiser les déplacements. On dort tous ensemble, ne serait-ce que hier, j'ai vu quelqu'un qui a dormi sous la table à côté. Voilà, on est plus ou moins logés, nourris, abreuvés surtout. Donc c'est vraiment une grande famille aussi. Mais alors, on a vu que pas mal de préjugés, mais si je ne suis pas payée, pourquoi j'irais contribuer ? Ça m'apporte quoi ? Et pour répondre à cette question, en fait, j'ai un peu fait le tour de mes amis contributeurs
dans pas mal de projets différents, et j'ai dégagé quelques thèmes. Donc il y a le premier thème, bien évidemment, c'est l'idéologie. Alors je pense que dans des conférences précédentes, on a parlé de qu'est-ce que c'est le logiciel libre, pourquoi on fait ça, etc. Qu'est-ce que la différence entre le libre et le propriétaire. Donc il y a quand même, faut quand même pas se voiler la face, il y a beaucoup de gens qui le font par idéologie, parce que le libre c'est mieux que le propriétaire quand même. Mais il y en a qui sont vraiment un petit peu plus pointus sur leurs idéologies et qui m'ont dit pour participer à quelque chose de plus vaste que mes projets personnels et aider les autres à ma façon. J'étais assez étonnée parce que bizarrement, c'était pas forcément les têtes auxquelles je pensais qu'il y avait ce genre d'idéologie-là. Mais effectivement, c'est super valorisant, je trouve, de se dire là, j'ai traduit un petit bout de truc, ou j'ai corrigé un petit bout de ça, ou j'ai fait cet événement qui a plu à beaucoup de monde. Et de se dire, je suis un peu partie d'une grande famille. Et voilà, même si je fais ça un peu dans mon coin, un peu tout seul, je suis pas totalement tout seul. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment aimé ce que j'ai fait. Et ça, c'est cool. Et mine de rien, ça fait du bien au moral. Donc le deuxième point, c'est par gratitude. Moi, je vois que ma première contribution, ma toute première contribution, c'était sur Wikipédia. En tant qu'étudiante, j'utilisais beaucoup Wikipédia comme source pour vérifier des trucs, pour regarder, pour prendre des exemples, etc., pour préparer mes devoirs. Et à un moment, j'ai vu une erreur. Je dis, bon, il y a une erreur. Mais je peux éditer. Bon, j'ai édité. Et mine de rien, ça, c'est pas anodin. Et je me suis rendu compte que je pouvais rendre, alors bien évidemment modestement, parce que moi je suis une petite fourmi, ce que j'ai reçu et que j'utilise tous les jours, je pouvais aider à ce que ce soit un petit peu mieux. Même si c'est des petits mots, des petites corrections d'orthographe, ce genre de choses, c'est jamais négligeable. Il n'y a pas de petites contributions. Il n'y a que des choses qui sont utiles à un projet, que ce soit des corrections ou des choses plus grandes, mais il n'y a pas de petites contributions. Puis au niveau du projet, quand j'ai fait des événements, j'ai commencé à faire des événements, j'ai des responsables de projet qui m'ont dit « Ah, mais c'est toi, petit pandarou. J'ai vu ton push de code, merci beaucoup. On ne savait pas, on ne parle pas français, donc nous, on ne pouvait pas savoir que cette traduction n'était pas bonne. Ça nous a fait plaisir. » Et en fait, mine de rien, je me suis rendu compte que les choses que je faisais, ça permettait aux gens qui créent les projets, qui poussent ces projets, ça les remerciait en fait. Ça leur donnait un petit côté, voilà, vous ne faites pas ça pour rien. Moi, j'aime bien votre produit. Je l'utilise et je vous ai donné de quoi le corriger, l'améliorer. Alors, pas forcément en donnant du code, mais ça peut être comme le monsieur de VLC disait tout à l'heure, en disant les bugs, en remontant les bugs. Parce que ça, quand on est développeur, on ne sait pas forcément, on n'a pas le temps de tout tester. Et mine de rien, quelqu'un qui nous dit « là, il y a un problème », ça permet de savoir où est-ce qu'on peut travailler. Donc même ça, c'est très intéressant et les responsables de projets libres sont toujours très contents d'avoir ce genre de retour. Ils sont très friands. Il ne faut vraiment pas hésiter quand vous voyez un bug de le remonter, de l'envoyer aux développeurs. Alors ne soyez pas agressifs quand vous le faites. Dites-leur bien comment vous l'avez eu, qu'est-ce que vous vouliez faire à ce moment-là. Ils répondront ou ils répondront pas. Ils corrigeront le bug dans la semaine ou ils mettront 6 mois. Mais en attendant, ça leur prouve qu'il y a des gens qui utilisent leurs produits, qui les aiment, qui veulent les améliorer et ça les motive, ça les encourage à continuer. Le troisième point, qui est un peu, je trouve, étrange, c'est par curiosité. Attends, tu participes à la communauté par curiosité ? Oui. En fait, quand tu participes à quelque chose, tu apprends beaucoup de choses. Que ce soit, tu fais une conférence, tu prépares ta conférence. Donc là, rien que pour cette conférence, mine de rien, ça m'a pris 2 heures à la préparer. Mais j'ai cherché, j'ai posé des questions à des amis, etc. Toutes les conférences que j'ai faites, j'ai fait ces mêmes recherches, que ce soit des conférences techniques ou des conférences plus fonctionnelles, communautaires et compagnie. Pour tout ce qui est rédaction, pareil. J'ai rédigé des textes qui m'ont donné des compétences en plus que ce que j'avais déjà dans mon bagage étudiant, on va dire. Donc, le fait de contribuer à un projet en dehors de son travail, ça te permet d'apprendre des compétences que tu ne développerais pas forcément dans ton travail. Dans mon travail, j'ai jamais organisé d'événements. Dans l'associatif, je l'ai fait. Dans mon travail, j'ai jamais fait de trésorerie. Dans l'associatif, j'ai géré une trésorerie pendant plus d'1 an. Donc, mine de rien, c'est des compétences qui, après, dans le monde du travail, quand je me suis retrouvée face à des recruteurs, je sortais un peu du lot parce que, elle sait rédiger de la doc, elle ne l'a pas appris à l'école, elle l'a appris en association, etc., etc. Donc, la curiosité a fait que ça m'a permis d'apprendre des compétences. Alors,
On en a beaucoup. Enfin, j'ai quelques copains qui m'ont dit par goût du challenge. Alors personnellement, moi je connais pas du tout le goût du challenge, hein. C'est pas mon genre du tout. Mais eux, en fait, ils étaient plus en mode, alors pour le coup codeur, et ils se mettent sur un projet, ils voient un bug, ils veulent le résoudre, même s'ils connaissent pas la techno. Et c'est ça le challenge pour eux. Donc j'ai mis du temps à comprendre, et j'étais là, ah ok. Et effectivement, maîtriser une technologie qu'on ne connaît pas forcément, faire une action qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, ma première action chez Mozilla, ça a été de traduire Privacy Policy. C'est les droits utilisateurs de Mozilla, qui est un truc très légal, très complexe en termes de vocabulaire juridique, de l'anglais vers le français. J'étais une petite étudiante, je connaissais rien du tout en localisation, en traduction, je connaissais très peu de termes techniques. Bah, mine de rien, ça a été un sacré challenge à faire. Faire une conférence, mine de rien, quand on n'a pas l'habitude de parler en face d'un micro ou d'une caméra ou devant des gens, la plus grosse conférence que j'ai faite, c'était devant 150 personnes. Pour une petite geek qui était en école d'ingé, c'est pas forcément la chose auquel on est préparé. Donc effectivement, ça peut être un challenge. Et ça peut être motivant pour des gens. Le dernier point, et je trouve que c'est l'un des plus importants, c'est par envie de rencontre. La communauté du logiciel libre, comme son nom l'indique, c'est une communauté. C'est une communauté, mine de rien, assez soudée. Quand il y a des soucis, bah, on se débrouille. Voilà, je veux aller à tel événement, j'ai pas de transport, j'ai pas les sous, etc. Bah, c'est pas grave, on va faire du covoiturage. C'est vraiment un endroit qui est assez, enfin, en tout cas de mon expérience, bienveillant. Et un endroit, quelle que soit votre motivation, votre envie de faire, enfin, qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous serez toujours bien accueillis. Et il y aura toujours moyen de rencontrer des belles personnes, des personnes drôles, des gens qui peuvent vous intéresser même professionnellement parlant. Mon premier job, je l'ai eu grâce au logiciel libre, mine de rien. Donc voilà, ça permet de rencontrer beaucoup de monde et c'est quand même assez cool et on passe de bons moments. C'est amusant parce que quand tu as dit par envie de rencontre, moi je dis ah oui c'est vrai, aller au-delà des gens. Parce que moi c'est ce que j'aime dans le logiciel libre, c'est aller à la rencontre des gens. Mais pas forcément ceux de la communauté, parce que ceux de la communauté on les connaît à travers nos associations, mais vers le grand public, vers des gens qui n'y connaissent rien, pour leur apprendre qu'il existe une alternative. Et donc c'est vers des rencontres, mais de gens que je connais pas et que je rencontrerai jamais, je reverrai jamais. C'est aussi un motif. Tout à fait. L'une de mes rencontres qui reste le plus ancrée, qui m'a fait le plus rire, mais de manière tendre, on va dire, c'était pendant mon premier événement Mozilla, c'était les rencontres bretonnes du logiciel libre. Alors, bon, il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, je vous avouerai. Mais il y a eu une vieille dame qui est venue me voir, me parler, ah, c'est quoi que vous faites, logiciel libre, ah, c'est bien. Non, parce que moi, j'ai codé dans mon petit coin un logiciel pour faire du crochet ou du tricot en Pascal. Et là, je me suis arrêtée, je l'ai regardé, j'étais là, waouh. Et en fait, il y avait beaucoup de documentation sur pas mal d'endroits de plateformes du logiciel libre et ça m'a beaucoup aidée. Vous êtes développeuse à la base ? Ah non, pas du tout. Ah. Et ce genre de rencontre, effectivement, est toujours assez rigolo parce que ça montre qu'on ne fait pas des choses pour rien, que les gens aiment bien ce qu'on fait et les utilisent. Donc c'est bien, moi j'aime bien. Une rencontre sympa que j'ai faite, moi, c'est je me baladais dans la rue avec le t-shirt que j'ai aujourd'hui là, avec Framasoft. Et là, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Oh, j'adore ce que vous faites, merci d'exister, merci de faire tous ces produits » et qui a voulu absolument me faire un gros câlin, juste parce que j'avais un t-shirt Framasoft. Et c'est le genre de rencontre où on ne s'y attend pas, mais ça fait toujours plaisir en tant qu'association de se rendre compte qu'il y a des gens qui aiment ce qu'on fait. J'ai eu le même, j'avais un t-shirt avec le petit, à une époque Firefox faisait des t-shirts avec un petit panda qui pleurait et en dessous il y avait marqué le web doit rester ouvert ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un dans la rue qui m'a arrêté, qui m'a dit je vous ai vu à une conférence. J'étais là, vous êtes petit panda rouge. J'étais là. Mais t'es célèbre en fait. Mais je suis célèbre, mais dans la rue vraiment, genre je faisais mes courses. J'étais là, ah ouais, d'accord, ok. Et c'est super cool ce que vous faites. Donc voilà, ouais, c'est un beau réseau, c'est des beaux projets et il y a de quoi faire.
Et là, on nous dit que c'est terminé, je crois. Voilà, on nous fait signe en disant qu'il faut qu'on rentre de l'antenne. Donc merci Julia d'avoir participé à ce grand événement que sont les Geek Ferries. Merci à tous ceux qui ont regardé le canal du garage. Merci à l'équipe technique de nous avoir aidés, soutenus. Merci à tous les participants d'avoir été formidables avec nous. Merci à l'orga au cœur dur de nous avoir laissé la parole. Merci Luc de m'avoir aidé à co-animer malgré ton état, ta voix et ta fièvre. Et je vous dis à bientôt au mois de juin. Au revoir.